Méta de choc. Méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Stream 22. Raz-de-marée ésotérique en librairie. Méta de choc, ce sont des podcasts, mais aussi des vidéos à retrouver sur YouTube. L'émission d'aujourd'hui est la rediffusion d'une conférence filmée que j'ai donnée en février 2025 au Festival littéraire Texture à Fribourg en Suisse, en collaboration avec la BCU, Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg. Dans cet échange avec Noémie Schaub, éditrice littéraire et ancienne croyante, je décortique la littérature spirituelle, de développement personnel et de bien-être. Quelles sont les grandes idées qui traversent les classiques du genre? Pourquoi ces livres connaissent-ils un tel succès? Comment s'y retrouver dans les méandres d'une offre en pleine explosion? Si vous êtes sur votre appli de podcast, le lien direct vers la vidéo se trouve en description. Petite précision avant de nous lancer. Initialement, l'enregistrement du son devait être fait par une régie professionnelle, mais à la suite d'un problème technique, nous avons finalement dû nous contenter d'une captation depuis la salle. Fort heureusement, les meubles ont pu être sauvés en post-production. Merci donc à Guillaume Lefebvre pour son travail de mixage minutieux. Merci aussi à vous tous et toutes qui, par votre soutien financier, me permettent de rémunérer des techniciens et artistes qui œuvrent dans les coulisses de Méta de choc. C'est grâce à vous donc que cette intervention publique peut aujourd'hui être diffusée au plus grand nombre. C'est parti! Le but de notre échange d'aujourd'hui n'est pas de stigmatiser le lectorat de ce type d'ouvrage, ni même de vous dire ce qu'il faut ou ne faut pas lire, et encore moins ce qu'il faut ou ne faut pas croire. On va plutôt essayer de débroussailler tout ça, d'essayer de s'y retrouver, parce que, en tout cas moi, en préparant cet échange, je me suis rendu compte à quel point il y avait beaucoup de flou sur les termes, sur l'histoire en fait de certaines idées. Donc ça va plutôt être ça notre objectif aujourd'hui. Donc Elisabeth Feiti, on vous a présenté, donc documentariste française, à l'initiative du podcast Méta de choc, lancé en 2019. Et c'est donc un podcast dédié à la métacognition, c'est-à-dire à la pensée critique appliquée à soi. Et je me permets de me présenter pour situer un peu depuis où je parle. Je suis éditrice littéraire, donc pas de livres ésotériques a priori, plutôt de la fiction, de la poésie, des récits. Je n'ai aucune expertise dans le domaine de la métacognition et ni de la physique quantique, il faut bien le dire. Mais j'ai une bonne connaissance de la chaîne du livre, des différents acteurs de ce marché, et je précise aussi tout de suite que j'ai un biais personnel vis-à-vis de l'ésotérisme. Là aussi, je sais que vous, pour votre podcast, vous dites que vous n'êtes pas une journaliste parce que vous incarnez un point de vue, une subjectivité. Là, du coup, je vais faire pareil, j'ai un biais contre l'ésotérisme. Donc, j'ai grandi en fréquentant d'assez près un mouvement ésotérique. Donc, j'ai pu observer, et j'observe encore, les conséquences très concrètes des croyances ésotériques les plus radicales sur les individus. Et pendant longtemps, j'ai cru que cette expérience personnelle m'avait immunisée aux croyances. Ce serait trop simple. En parallèle de ça, voilà, c'est ça. Ça va pas être un podcast sur ma life, hein, ne vous en faites pas. Mais j'ai souffert pendant des années d'une maladie chronique où je trouvais pas tellement de prise en charge du côté médical. Et comme en plus de ça, j'avais tout un brouillard de croyances très répandues comme je pourrais guérir si je mangeais mieux, si je faisais du yoga, si je méditais. Ma maladie doit sans doute être liée à un traumatisme dans les générations précédentes. Les médicaments issus des laboratoires pharmaceutiques sont nocifs, etc. Ça fait que, quand je me promenais parfois dans les librairies et que je passais devant les livres, dans les rayons bien-être, santé, etc., je voyais tous ces titres qui sont très prometteurs. Comment vous libérer de vos douleurs chroniques en vous réconciliant avec vos ancêtres. J'invente, mais je veux dire, c'est proche. On trouve ça. Et donc ça générait chez moi un sentiment où je me disais, bon bah alors, si je vais pas bien, c'est bien parce que je l'ai choisi. C'est parce que je suis pas assez investie dans mon bien-être et dans ma guérison. Les outils sont là, tout est là. Alors depuis, j'ai déconstruit plein de choses, et notamment avec justement le podcast Méta de choc. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué avec votre podcast, c'est justement le fait que vous parlez de l'histoire du New Age
que ces croyances qu'on croit aussi parfois très contemporaines, ou en tout cas qui datent des années 60, 70, datent de plus tôt, ou alors des idées qu'on croit nouvelles à un certain auteur ou une certaine autrice, en fait, datent depuis il y a bien plus longtemps. Et donc cette mise en réseau des connaissances que vous avez sur le domaine m'a permis de créer une carte un peu plus précise, même si avec encore plein d'angles morts évidemment. Le New Age, le développement personnel, l'ésotérisme, le bien-être, les médecines alternatives, comment on s'y retrouve là-dedans, et puis où est la place du New Age dans tout ça. Alors, le New Age, c'est une croyance, c'est un mouvement de pensée très vaste. Alors effectivement, dans toutes les énumérations que vous avez faites, qui vous ont touché personnellement, par exemple, on trouve énormément de choses qui appartiennent à la galaxie du New Age. Au départ, qu'est-ce que c'est que le New Age ? C'est l'idée selon laquelle on pourrait tous vivre l'illumination de notre vivant. Donc là, l'idée, c'est plus d'aller au paradis après la mort, c'est de, dans sa vie, augmenter son taux vibratoire, augmenter sa conscience, de manière à finalement revenir à son essence divine, puisque on serait tous une parcelle de Dieu, incarnée sur Terre, venue faire l'expérience de cette incarnation, en tant qu'homme ou en tant que femme, et au travers de cette incarnation, finalement, vivre notre divinité, certes dans ses limites, mais finalement qui sont dépassables. Et à ce titre, comme nous sommes tous une parcelle de Dieu, eh bien, nous aurions tous la capacité à guérir et à s'auto-guérir. Alors, du coup, on arrive assez vite, justement, sur les questions de bien-être et de santé, mais aussi de développement personnel, qui vont faire partie des choses qui nous permettent de mieux nous connaître, de dépasser nos croyances limitantes et finalement d'être la meilleure version de soi-même. Tout ça paraît, au départ, plutôt hétérogène et pas forcément lié, mais finalement vient d'un même mouvement et qui effectivement date d'il y a bien plus longtemps que les années 70 et les hippies, dont le berceau est situé à la fin du 19e siècle. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, eh bien, les livres qui étaient publiés au tournant du 20e, donc c'est-à-dire fin du 19e siècle, début du 20e siècle, avaient des titres du type « Les 7 lois cosmiques » ou « Devenir riche est une science » ou les énergies vibratoires, le secret des énergies vibratoires. Donc c'est des titres de livres qui étaient vraiment des livres à succès à l'époque, qu'on retrouve aujourd'hui, peu ou prou. Je veux dire, Deepak Chopra, c'est les 7 lois de la spiritualité pour le succès. Enfin, j'ai plus le titre exact en tête, mais on retrouve tout à fait ce même type de titre. Et pourquoi ? Parce que dès la fin du 19e siècle, on avait une croyance qui a émergé en réaction aux Lumières, à la modernisation, aux sciences, qui paraissaient encore très mystérieuses à l'époque, mais qui donnaient cette impression qu'on garde aussi encore aujourd'hui de froideur, de déshumanisation, parce qu'à la fin du 19e siècle, il y avait aussi les problèmes de l'industrialisation, qui a inspiré beaucoup aux gens de la méfiance et de beaucoup de souffrance aussi. Il y a eu ce retour finalement vers une sorte d'idéalisation de l'âge d'or du Moyen-Âge, qui finalement disait mais non, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus authentique, de personnel, en réaction contre les religions qui commençaient aussi à être critiquées pour leur dogmatisme. Donc finalement le New Age c'est quoi ? C'est partir du principe qu'on peut créer sa propre réalité en prenant conscience que nous sommes omnipotents et omniscients, mais que si on n'en prend pas conscience et si on n'élève pas son niveau vibratoire, eh bien, on n'a pas accès à tous ces dons, en fait, à toute cette essence. Donc, finalement, à l'arrivée, à quoi ça ressemble dans les librairies ? Ça ressemble à la fois à des livres ésotériques qui nous proposent un chemin d'éveil, nous proposent de trouver notre mission de vie, nous proposent d'entrer en contact avec notre essence divine. On peut avoir des livres, par exemple, sur le féminin sacré, on peut avoir des livres sur les lois de la spiritualité, lois avec un grand L, parce que quelque part, rejoignant d'après les auteurs, les lois de la physique. C'est pour ça que la petite blague sur la physique quantique, parce que la physique quantique est très très souvent présente dans ces livres. On va aussi avoir des livres de développement personnel, donc là des choses beaucoup plus prosaïques, par exemple comment faire son journal, faire des listes, des bullet points pour atteindre ses objectifs, être dans le succès, trouver l'âme sœur, être dans le bien-être, être en accord avec soi-même, se comprendre soi. Et puis on va avoir des choses liées au bien-être, voire à la santé. Et là, on va avoir des livres de lithothérapie, de médecine qui n'en sont pas, qui sont des pratiques alternatives qui ont beaucoup, pour la plupart, été inventées dans les années 70 au moment des hippies, là pour le coup.
Et puis on va avoir une dernière catégorie, enfin c'est peut-être pas la dernière, j'en oublie peut-être, mais on va aussi avoir tout un tas de choses motivationnelles autour du coaching. Parce que finalement, il faut changer son mindset, il faut changer ses croyances limitantes, il faut se dépasser soi-même pour, encore une fois, être la meilleure version de soi-même. Voilà, donc c'est un panorama de tout ce qu'on peut trouver qui serait issu de cette croyance New Age. Et je précise que finalement, les personnes qui achètent ces livres, ou qui adhèrent, qui font des retraites, du yoga ou autres, qui sont aussi très liées au mouvement New Age, parce qu'il y a je précise aussi, il y a une récupération de l'orientalisme et des pratiques orientales qui est très présente, avec l'idée de karma, de réincarnation et de chakra. Ces gens-là n'ont pas forcément conscience qu'ils sont dans une croyance, et encore moins dans ce qui s'appelle le New Age. Alors le New Age, c'est vraiment le terme scientifique, c'est-à-dire dans les sciences humaines, les personnes qui ont étudié et qui continuent d'étudier ce courant de pensée le nomment comme ça, le New Age. Voilà. C'est vaste. C'est super vaste. J'ai pas précisé au début, mais le fait que vous ayez lancé Méta de choc, ça vient de votre parcours personnel. Alors, c'est pas si simple. C'est pas tout à fait ça. Enfin, si, en fait, si. C'était une révélation. Si, c'est ça. C'était une épiphanie divine. Presque. Oui. Presque. Il me semble. Je me suis dit, je suis Dieu, après tout. Moi aussi, pourquoi ne pas parler au peuple et lui enseigner? Non, en fait, c'est vrai que moi, j'ai été croyante pendant 15 ans et pratiquante de la spiritualité New Age. En particulier, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était la pensée positive, la loi de l'attraction. Donc, si je pense positif, j'attirerai à moi des choses positives. Donc, je peux vivre la vie que je veux, je peux atteindre mes objectifs. Et moi, en fait, c'était pas vraiment le côté motivationnel ou résultat qui m'intéressait. C'était plus tout simplement connaître l'éveil, l'illumination, dépasser ma basse condition humaine pour avoir accès à ma divinité. Bon, ça n'a pas marché. Et en fait, au bout de 15 ans, après plein de déconvenues, en fait, parce que le problème, c'est que quand on croit à la loi de l'attraction, on pense que si les choses ne viennent pas à nous, c'est qu'on a mal fait. Donc c'est quand même assez perturbant. Et après tout un tas de pratiques, j'ai même été formée pour être thérapeute, etc. Donc j'ai mouillé la chemise, j'ai été loin. J'ai beaucoup médité aussi, etc. Et puis finalement, à un moment donné, j'ai questionné ça parce que ça me faisait souffrir, tout simplement. Je me rendais compte que ça ne me convenait pas. Et j'ai découvert à cette époque-là la métacognition, que je ne connaissais pas du tout. Alors la métacognition, c'est aussi un terme scientifique, là pour le coup. C'est la cognition de la cognition, c'est le fait de réfléchir à nos propres pensées ou aux pensées de nos voisins. C'est le fait de réfléchir à la pensée. Et ça, on fait ça au quotidien en permanence. On se pose des questions sur pourquoi on est stressé ou pourquoi notre voisin nous a crié dessus, qu'est-ce qu'il a dans la tête. Ça, c'est la métacognition. Il y a aussi des animaux qui sont doués de métacognition et qui réfléchissent aux meilleures stratégies pour convaincre leurs voisins de leur filer la nourriture, par exemple. Donc ça, c'est de la métacognition. Et en fait, comme je me suis passionnée pour ce sujet, qui m'a vraiment permis de questionner mes croyances de manière méthodique, j'ai cherché des endroits où échanger avec d'autres personnes sur ça, et j'ai pas trouvé. Que ce soit en français ou en anglais, j'ai pas trouvé de lieu, de forum, de page Facebook ou autre qui parlait de ça. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer un média en fait qui parle de ça. Et ça me permettra d'échanger avec des gens. Peut-être qu'il y en a d'autres sur la planète que ça pourrait intéresser. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'est né Méta de choc en 2019. Alors ça, c'était en 2019, mais en 1996, Pascal Obispo a dit c'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Mais pourtant, c'est marqué dans les livres. Ah, c'est complètement marqué dans les livres. Pascal Obispo avait tort. Ouais, c'est clairement marqué dans les livres. Et en préparant l'entretien, vous me disiez que vous lisiez surtout aujourd'hui pour vous renseigner, pour des lectures pratiques. Vous n'étiez pas une grande consommatrice de livres non plus à l'époque où vous étiez dans ces croyances-là. Néanmoins, il y a quelques livres qui ont quand même jalonné votre parcours. Oui, tout à fait. J'ai lu quelques livres, quelques grands classiques. Alors, je parlais de Deepak Chopra tout à l'heure, qui est un ancien médecin urgentiste, qui donc a quelque part une autorité. On se dit, il est médecin, donc il sait. Et lui, il a écrit des livres comme on n'a pas besoin de vieillir ou même de mourir. C'est pas obligatoire. Ouais. Alors, il a, par exemple, un livre qui s'appelle Le corps quantique.
Il a un autre livre qui s'appelle Vivre jeune, ne jamais mourir, ou un truc comme ça. Donc moi j'ai lu Le corps quantique par exemple. J'ai lu aussi d'autres livres comme Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, que j'ai alors là pour le coup pas du tout apprécié à l'époque. J'avais trouvé ça très ennuyeux et j'avais pas suivi les exercices, ça m'avait gavé. Après j'avais lu aussi parce que à l'époque j'ai eu un enfant et j'ai lu un livre qui s'appelait Les 9 marches, écrit par Daniel Leroy et Agnès Gévaudan, qui sont deux auteurs bien connus de l'ésotérisme francophone. Et là, c'était sur quelle est l'expérience d'un bébé, en fait, depuis avant sa conception jusqu'à sa naissance, et comment, finalement, on peut l'accueillir et comprendre son parcours. Hein. Il a choisi ses parents, par exemple. Il a choisi sa conception, il a choisi sa naissance à l'avance, et tout ça, évidemment, se réalise puisque nous sommes que pure pensée et que nous pouvons matérialiser notre pensée. Hein. C'est ça la loi de l'attraction. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Donc ça, c'est en contradiction avec ce que disait Maxime Le Forestier, par exemple. Ah oui? On choisit pas ses parents, on choisit pas ses pères. Alors effectivement, non. Je continue sur la thématique. Parce que même Dolto a dit ça, hein, qu'on choisissait ses parents. Donc, et pourtant Dolto, elle était psychanalyste, elle n'était pas dans le New Age a priori. Mais oui, c'est une grande croyance du New Age de penser qu'on choisit ses parents. Ça c'est clair. Donc après, on fait avec. Hein. On a peut-être fait un mauvais choix, mais il faut gérer. Voilà. On choisit la mauvaise file à la caisse. C'est ça, exactement. Faut vivre avec après. Et c'est ça. D'autres citations? Ah, ce sera spontané. On verra ce que je channel en fait. On verra. Oui. Alors le channeling fait partie des croyances New Age. En quoi ça consiste? Ça consiste à, en fait, quand on a un taux vibratoire très élevé, on peut atteindre des niveaux de conscience élevés qui sont communs à des entités qui elles-mêmes ont connu par exemple l'éveil et qui viennent enseigner au travers du corps de la personne éveillée, donner des messages à une audience. Donc vous avez des personnes qui écrivent des livres comme Un cours en miracle, non? Alors, Un cours en miracle, effectivement, je l'ai lu. Ça fait partie de mes livres de chevet. Ça a été très marquant pour moi parce que c'est le livre qui m'a introduite à la méditation. C'est un livre très particulier, Le cours en miracle. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ici? Une personne. D'accord. Alors, c'est un livre très épais, en papier Bible. Donc, ça situe quand même déjà le style. Et dedans, il y a 365 leçons. Une à lire par jour, qui va nous initier à comment finalement trouver le Christ en soi. Donc on voit là un rapatriement très classique dans le New Age de certaines choses de la chrétienté, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on trouve dans le New Age le fait de converser avec des anges ou d'en appeler à l'archange Michael par exemple. Et donc dans le cours au miracle, l'idée c'est d'atteindre le pardon. Et de pouvoir pardonner. À partir du moment où on pardonne, on peut atteindre l'illumination, on peut vraiment toucher à sa divinité. Et donc, c'est une leçon par jour. Il y a aussi toute une partie du bouquin qui est un livre pour les enseignants, parce qu'il y a tout un circuit d'enseignants, en fait, du cours en miracle. Et donc, ça a été vraiment très fort. Moi, j'ai vécu plusieurs expériences mystiques, mais une en particulier, en sortant du métro Porte de Clignancourt à Paris, qui est vraiment pas un quartier particulièrement inspirant. J'ai vécu une extase mystique. Sur le coup, j'ai pas réalisé ce qui m'arrivait, c'est après coup que j'ai compris, et je pense vraiment que, et c'est vrai, hein, c'est tout à fait vrai ce que je suis en train de vous dire, c'est pas une blague, je pense que la méditation m'a fait avoir des états de conscience modifiés, en fait, qui ont eu des répercussions très fortes après pour moi, parce que finalement, quand on a ce type d'expérience, on essaie de l'expliquer, et avec quoi on l'explique? Avec ce qu'on connaît. Et quand moi c'était mon cas, ça faisait plus de 10 ans que j'étais dans ces croyances-là, je l'ai forcément interprété de manière mystique et spirituelle, et ça m'a en fait d'autant plus plongé dans les croyances. Donc ça c'est vraiment important à dire, c'est que les livres, c'est pas anodin en fait, hein, c'est aussi des choses qui forgent notre culture, qui forgent nos croyances. En termes de channeling, il y a aussi un autre livre très connu qui s'appelle Ramtha, qui est donc pareil, channelé. Une personne a écrit ce livre sous la dictée. Alors Ramtha, c'est une divinité hindoue, donc là encore on retrouve l'orientalisme. Et donc c'est toute une explication autobiographique de la part de Ramtha,
qui explique comment il a vécu l'illumination, comment en fait, en le voulant vraiment, il a fini par s'envoler tel le vent et quitter sa condition humaine en fait. Donc c'est une sorte par l'autobiographie de Ramita au travers de la personne qui a channelé, on a accès en fait à une histoire qui nous explique comment faire pour atteindre l'illumination. Voilà. Alors à propos du cours au miracle, ça me permet de faire une transition pour justement parler de ce que vous avez déjà un peu abordé, quels sont les risques concrets en fait, sans tomber dans de la paranoïa, de l'alarmisme vis-à-vis de ces livres, mais parler un peu concrètement de ça. Moi, j'ai pas lu un cours au miracle, comme j'ai dit, j'ai un taux vibratoire très bas, mais par contre, j'ai écouté un entretien avec Sheila Heti, qui est une écrivaine canadienne de fiction. Pas du tout a priori dans le New Age, etc. Et qui, après le décès de son père, tout d'un coup tombe sur un cours en miracle. Elle en a fait un long article où elle explique son expérience et qu'est-ce que ça lui a fait. Et moi, ce que j'ai trouvé très marquant, c'est que justement, elle raconte, bien sûr, elle était en deuil, donc elle disait, j'avais besoin de remettre en question les limites de la vie et de la mort, et puis ce livre venait répondre à ça. Apparemment, c'est un style aussi très particulier. Biblique. Hein. Et qu'elle était plongée dedans, corps et âme. Ça a duré 2 semaines. Et bon, elle disait, heureusement que mon entourage, elle avait une quarantaine d'années à l'époque. Et puis elle disait, voilà, mon entourage ne me reconnaissait plus. Puis il me disait, non, mais ça va pas. Puis finalement, ça n'a duré que 2 semaines. Et après, elle s'est dit, mais comment expliquer justement cette expérience, ces sensations aussi qu'elle a eues, et donc ça a généré chez elle l'envie d'aller faire vraiment une enquête sur comment ce livre avait été produit, d'aller rencontrer, de se renseigner sur les éditeurs, sur le parcours de l'autrice, etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant. En tout cas, j'en ai pas trouvé beaucoup d'autres, des témoignages spécifiquement par rapport à une expérience de lecture. Oui. Mais en fait, ce que ça montre aussi, c'est que ce type de livre, ou d'autres, parce que même pour les livres de développement personnel plus classiques, eh bien, comme dans un cours en miracle, on peut assez rapidement avoir des choses ritualisantes. On trouve ça aussi dans le pouvoir de l'instant présent, où on a une ritualisation. On va vous demander d'écrire, ou de réfléchir, de vous poser tous les jours, en fixant une heure, ou un moment de la journée, ou plusieurs moments de la journée, où vous allez entrer en vous, et faire certaines actions ou avoir certaines pensées. Et en fait, ça a un impact. C'est quand même assez frappant qu'en 15 jours, elle était alertée par son entourage. C'est-à-dire qu'en 15 jours de lecture, et effectivement, le cours en miracle est très ritualisant, elle est sortie du réel, sans doute, pour que les gens lui disent il y a un truc qui cloche. Mais ça, c'est très courant dans le développement personnel, en fait. C'est très courant. Alors, évidemment, l'impact de ces livres est différent d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui lisent énormément de ce type de livres et qui apprécient et puis n'ont pas de changement aussi dramatique. Mais c'est vrai que ça a un potentiel, en tout cas, et aussi un potentiel addictif, je pense. C'est-à-dire que quand on rentre dans ce type de ritualisation, vient avec une sorte de superstition. Si je ne fais pas l'exercice qu'on m'a demandé, alors je passe à côté de la leçon, je passe à côté de mon potentiel, je passe à côté de l'évolution à laquelle j'aspire. Et du coup, dès qu'on le fait pas, on rentre dans une sorte de crainte, d'anxiété. Et effectivement, il peut y avoir aussi des gens qui vont avoir une sorte de boulimie, acheter de plus en plus de livres, faire de plus en plus d'exercices et de ritualisation, les exercices du matin, le soir, etc. Moi, personnellement, j'en étais arrivée à faire 1 heure de méditation le matin, avant toute activité, et 1 heure de méditation le soir. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps et beaucoup de contraintes. Parce que ça veut dire que si je savais qu'on m'invitait à quelque chose et que ça allait empiéter, que je n'allais pas pouvoir faire ma méditation, je refusais d'aller à cet événement, par exemple. Donc, en plus d'avoir un effet sur mon état d'esprit, ça a aussi un effet sur ma socialisation. Vous avez parlé dans, je sais plus dans quel épisode c'était, mais de justement l'effet que ces livres peuvent avoir de surveillance de sa propre pensée. Bon, ouais. C'est marrant parce que on parlait de métacognition au tout départ, et là, c'est une sorte de, mais sauf, c'est constamment vérifier qu'on a des pensées positives, qu'on est connecté au soi divin. Ouais. Oui, tout à fait. La métacognition, elle peut être tout à fait positive, comme elle peut être très négative. Si c'est une surveillance permanente de ses pensées de manière anxieuse ou ruminatoire, ou ruminante, je ne sais pas comment on dit,
ça devient problématique. Et effectivement, la pensée positive, c'est un cas intéressant parce qu'il y a beaucoup de livres sur la pensée positive, mais il y a aussi des études scientifiques qui ont été faites sur la pensée positive en psychologie scientifique, et qui montrent que les personnes qui en auraient le plus besoin, c'est-à-dire qui sont anxieuses, qui ont peur de ne pas réussir dans la vie, etc., ou qui ont besoin de repères, de mieux se connaître, etc., qui utilisent la pensée positive pour améliorer leur vie, sont les personnes les plus susceptibles d'avoir des effets négatifs de la pratique de la pensée positive, par le fait que ça va accentuer la surveillance de leurs pensées, qui va accentuer leur anxiété, créer de la rumination, et en fait elles entrent dans un cercle vicieux qui fait qu'elles surveillent leurs pensées et elles les jugent. J'ai eu une pensée négative. Ah oui, mais alors le fait de penser que j'ai eu une pensée négative, je suis dans la négativité. Et en fait, on entre dans un cercle vicieux où finalement, il n'y a plus vraiment la place pour respirer. Et il y a effectivement des personnes qui sombrent dans la dépression à cause de la pratique de la pensée positive. Et ça a été étudié. Donc c'est un peu problématique, c'est-à-dire que les personnes qui en ont besoin, c'est elles qui vont pâtir de cette technique. Et les personnes qui n'en ont pas vraiment besoin, peut-être que ça leur plaira de le faire, et peut-être que voilà, ça leur permettra de réfléchir peut-être à leurs pensées, je sais pas. Je dis pas qu'il y a que des aspects négatifs à tout ça, mais disons que c'est un peu alarmant. C'est comme par exemple la lithothérapie. La lithothérapie, c'est le fait de penser que les pierres ont une force en elles, une énergie qui est unique à un certain type de pierre et qui va nous permettre de nous guérir psychologiquement ou physiologiquement. Donc ça a quand même des impacts sur la santé éventuellement si on considère qu'on peut se soigner d'une maladie, je sais pas, comme la sclérose en plaques par exemple, grâce à une pierre. On a ça dans des guides qui sont vendus en librairie. Bon, une personne qui n'est pas malade et qui utilise la lithothérapie en se disant j'ai un peu mal à la tête, tiens, je vais me mettre une pierre sur le troisième œil et ça ira mieux, je vais m'allonger un peu. Bon, ça n'a pas de grandes conséquences. Voilà. Par contre, une personne qui a un cancer et qui pense qu'elle peut être guérie par la lithothérapie, là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus grave. C'est-à-dire que éventuellement, elle ne va pas aller voir les médecins pour avoir un diagnostic ou si elle a le diagnostic, pour suivre un traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie qui jusqu'ici est a priori celui qui permet d'avoir le plus de chances de guérison. Donc là, on voit que ça peut avoir des conséquences importantes. Et le nombre de bouquins de lithothérapie qui parlent à demi-mot, parce que maintenant les gens savent qu'ils peuvent pas parler de guérison, mais ils parlent de soins, par exemple. Le terme soin est très 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 présent dans les livres de développement personnel, de tous les livres de développement personnel, que ce soit le soin vis-à-vis de soi-même, le soin en termes de santé physique, etc. Et bon, là, ça peut avoir des répercussions graves. Vous mentionnez juste avant un des pires cas, c'est-à-dire avoir un cancer et penser qu'on peut le soigner avec la lithothérapie ou tout autre outil alternatif. On parlera peut-être plus tard de la série Apple Cider Vinegar, donc vinaigre de cidre, qui est sortie sur Netflix, et qui est une fictionnalisation de l'histoire d'une influenceuse wellness qui s'appelle Belle Gibson, qui a prétendu qu'elle avait un cancer, une tumeur maligne au cerveau et qu'elle s'était soignée en changeant de style de vie, par l'alimentation, par les jus de fruits, etc. Et après, elle a été découverte, mais elle avait une influence énorme. Son application était sur les premières Apple Watch. L'application était de base avec dedans. Twitter. Voilà, que des belles inventions de l'humanité. Mince, j'ai fait ma blague et je me suis perdue moi-même. C'est ça le problème. Et aussi parce que je ne suis pas assez centrée, je pense. Mais il faut s'ancrer. Oui, donc, voilà, non, mais voilà. Les deux pieds, bien ancrés. On respire. On aligne les chakras. J'ouvre le troisième œil. Ok. En préparant l'entretien, je suis aussi allée voir des livres qui sont pas directement New Age, avec des promesses, comme j'ai pu le dire avant,
résoudre les traumas des générations passées, etc. Non, j'ai emprunté un livre sur les bienfaits du vinaigre de cidre et j'étais très marquée parce que si on lit ce livre, mais alors déjà il s'est dit à chaque fois oui mais s'il y a un vrai problème, allez chez un médecin. Bien sûr. Et en fait, en me basant sur l'expérience que j'ai pu avoir en lisant ce genre de livre, c'est de me dire ah mais alors s'ils reconnaissent que quand même il faut de temps en temps aller chez le médecin, c'est que tout le reste de ce qu'ils disent, c'est vrai. L'espèce d'effet un petit peu pervers de s'ils sont pas justement en mode je suis l'incarnation de Dieu sur terre et vous êtes la divinité incarnée, etc. Qu'on est dans des choses beaucoup plus modérées, mais la liste des bienfaits du vinaigre de cidre, mesdames et messieurs. Moi, j'ai consommé du vinaigre de cidre. Hein. J'ai fait mes salades avec de la vinaigrette avec Moi du aussi. vinaigre de cidre. Ouais. En fait, je pense que ça vient surtout du fait qu'ils savent qu'ils sont obligés de le faire. Je pense que les personnes qui écrivent des livres et les éditeurs savent aussi qu'il y a des lois et que, en principe, l'exercice illégal de la médecine mène en prison. Donc, voilà, il y a des précautions à prendre. Mais après avoir dit ça, il y a quand même une marge de manœuvre énorme. Oui. Avec le bon choix des mots. C'est vrai que j'ai été chercher s'il y avait une réglementation. On me dirait c'est un peu tard, après 10 ans en tant qu'éditrice, on regarde s'il y avait une réglementation sur la publication de livres. Mais non, c'est le cadre légal, c'est la liberté d'expression. Et puis effectivement de ne pas prétendre qu'on est médecin, mais après, à l'intérieur de ça, on peut faire beaucoup de choses, quoi, et on peut dire beaucoup de choses. Moi, je parle dans une de mes émissions sur la lithothérapie d'un cas quand même assez dramatique, où c'est un livre de présentation des différentes pierres qui parle dans les exemples d'applications thérapeutiques, notamment du sida. Donc, on se dit, début des années 2000, l'éditeur, pourquoi il a laissé passer ça? Et donc, comme ça a été relayé et finalement, à un moment donné, il y a des gens qui s'en sont émus, l'éditeur a fait une réédition du livre qui a enlevé certains éléments et qui a surtout fait, bien un avertissement comme quoi il fallait bien aller voir le médecin, etc. Mais ils n'ont pas été inquiétés, ni l'auteur, ni l'éditeur, quoi. Donc, ça, c'est tout le temps. C'est-à-dire que vous prenez un livre de psychogénéalogie, je sais pas, par exemple, Natacha Calestrémé qui a vendu des centaines de milliers de livres avec ses protocoles. Donc c'est des protocoles selon lesquels, si vous les suivez, là encore c'est une ritualisation, si vous les suivez, vous pouvez résoudre vos problèmes de manque de confiance en vous, vous pouvez résoudre un problème de santé, vous pouvez résoudre tous les problèmes de la lignée des femmes avant vous, vous pouvez résoudre vos problèmes d'infertilité. Ça j'ai fait, moi. Ouais. Et alors? C'est réglé. D'accord. C'est pour ça que votre mère est là ce soir. Exactement. Voilà. Du coup, Natacha Calestrémé, elle propose quand même de résoudre ces problèmes d'infertilité en traitant les problèmes de la lignée des femmes dans la famille. Et elle dit que si une personne a de l'endométriose, c'est parce qu'il y a eu des fausses couches dans sa famille. Grosse révélation. Qui, dans sa famille, n'a pas eu de fausses couches sur 5 générations? Bon, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, quand on a ce type de discours qui passe en plus relayé, parce que c'est ça les livres aussi, c'est pas juste l'influence directement sur le lecteur et la lectrice, c'est aussi le fait que les médias donnent du crédit aux livres, invitent Natacha Calestrémé pour qu'elle nous explique tout ça en direct. Et personne ne l'arrête. Alors que ce sont des indications médicales, quelque part, où elle fait culpabiliser en plus les personnes qui ont un problème d'endométriose. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et on parle beaucoup aujourd'hui, des fake news, des influenceurs, des influenceuses. Et puis attention, faut pas croire tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Mais du coup, les librairies, les livres qu'on trouve, les livres qui ont leur forme physique, ont l'air, c'est sérieux. Ouais. Moi, c'est vrai, quand j'étais croyante, un livre, pour moi, ça avait une valeur. Si c'était dans un livre, c'est qu'il y avait quelque chose de vrai là-dedans. Je pense que le support en lui-même est porteur d'autorité, en fait, et donne l'impression qu'on est face à quelque chose de sérieux. Ah oui. Beaucoup plus que sur un podcast. La Bible, c'est quoi? Un livre. C'est vrai. Donc, bon.
y a un élément qui m'a beaucoup marqué, mais là c'est plus dans les entretiens avec le psychanalyste repenti, qui parle du fait que la psychanalyse est une science irréfutable et que ça c'est un indice du fait que il faut peut-être le questionner. Que ce n'est pas une science. Voilà, exactement. C'est plutôt ça. C'est pas une science, c'est une pratique. Voilà, mais dans le discours lui-même, parce qu'on va toujours pouvoir tout retourner. Ouais. Et c'est vrai que depuis que voilà, cet invité a parlé de ça, je me suis rendu compte que c'était quand même un bon système d'alerte, parce que typiquement la loi de l'attraction, eh ben, si elle ne fonctionne pas, bah, c'est simplement parce que, enfin, il y a tout est mis en place pour que elle ne puisse jamais être contredite en fait. Tout à fait. Alors là, je vais expliquer juste petit moment d'explication. La psychanalyse est différente de la psychologie scientifique. On n'est pas en train de dire que la psychologie scientifique n'est pas scientifique. La psychanalyse, c'est ce qui a été inventé par Freud au départ, qui a été relayé par un certain nombre de psychanalystes comme Jung, ou comme Lacan, ou comme Dolto, et qui n'est pas fondé sur des recherches scientifiques, qui n'est pas validé non plus par les dernières recherches scientifiques. Donc tout ce qui est, par exemple, complexe d'Oedipe, tout ce qui est stade anal, stade oral, voilà, et je sais plus quoi, phallique, etc. Le fait d'avoir des problèmes avec sa mère, donc ça explique que forcément on va avoir du mal à avoir un enfant. Ça c'est aussi, ça peut être tout à fait expliqué par la psychanalyse. Bon, tout ça, ça n'est absolument pas validé par les sciences, et la psychologie scientifique n'est pas du tout en accord avec ces théories-là. Donc ça, c'est la première chose que je voulais préciser. Et la deuxième chose, c'est l'irréfutabilité. C'est quoi? C'est le fait de ne pas pouvoir, à un moment donné, apporter un quelconque élément qui pourrait contredire une théorie. Donc, si je dois donner un exemple simple, si je présuppose, si je donne comme hypothèse que si je lâche une bille de plomb à 1 mètre du sol, elle va tomber vers le bas, ça c'est mon hypothèse, je la lâche. Si une seule fois je lâche ma bille de plomb et qu'elle n'arrive pas au sol, alors ma théorie est fausse. C'est-à-dire que pour réfuter ma théorie, il suffit que la bille de plomb n'aille pas vers le bas. Donc ça veut dire que c'est une théorie réfutable. Une théorie irréfutable, c'est une théorie qui, quel que soit ce qui arrive, que la personne guérisse ou qu'elle guérisse pas, qu'elle soit positive ou négative, qu'elle soit bien dans ses baskets ou pas, qu'elle est guérie ou pas, eh ben, ça n'a aucune importance, ça ne remet pas en cause la théorie. Donc, typiquement, si vous faites beaucoup d'exercices de pensée positive, mais que vous n'allez pas bien, c'est parce que vous l'avez mal fait. C'est pas parce que la technique n'est pas bonne. Hein. Donc c'est ça. Et effectivement, les pseudosciences, en plus de, en général, se revendiquer de la science, hein, c'est ça une pseudoscience, c'est une technique qui se revendique de la science, qui se revendique d'être scientifique alors qu'elle ne l'est pas. Bien en plus de ça, c'est une théorie qui n'est jamais réfutable. C'est typiquement, par exemple, la psychogénéalogie. La psychogénéalogie, inventée par Anne-Ancelin Schutzenberger, qui a écrit le fameux livre « Aïe, mes aïeux », eh bien, elle se revendique de la psychologie, elle se revendique de la sociologie, elle se revendique de la médecine, de la biologie, etc. Mais quand on lui demande pourquoi sa théorie ne fonctionne pas, par exemple, parce qu'elle s'intéressait aux maladies du cancer quand même, hein, c'était ça son travail au départ, eh bien, c'est parce que les gens n'ont pas bien fait, le praticien n'est pas suffisamment bon. Hein. On aurait dû aller vers un meilleur praticien, c'est parce qu'il a pas suivi les bons cours, etc. Et donc, ça, c'est typique d'une pseudoscience. Voilà. Je propose qu'on passe sur une sorte de petit guide pratique de quand on est en librairie, et d'ailleurs pas que en librairie, puisque même voilà en supermarché, je vous l'ai montré avant, un stand de livres de la collection J'ai lu, avec un pléthore de pensées positives, de conversations avec Dieu, etc. Donc ces livres sont partout. J'étais aussi marquée dans une aire d'autoroute en France d'avoir la lithothérapie, la PNL, et voilà tous ces petits guides. Et pour peut-être repartir avec quelques petits conseils pratiques, moi je ne résiste pas à faire une petite analyse de texte avec vous, en partant de Eckhart Tolle, le pouvoir de l'instant présent. Non, c'est que ça ne vous a pas... Mais peut-être que je vais le redécouvrir ce soir. Mais je pense... Donc, dans un livre, souvent, il y a une citation en exergue, mais que ce soit de la fiction ou des livres plus techniques. Souvent, c'est une citation d'une autre autrice.
Là, dans Le pouvoir de l'instant présent, c'est une citation de l'auteur lui-même, Eckhart Tolle. Donc ça déjà, hein, je crois qu'on peut dire c'est ça, pas mal. Ça c'est déjà un petit signal d'alerte. Sacré Eckhart. Voilà. Et la citation, c'est « Vous êtes ici pour permettre à la mission divine de l'univers de se déployer. Voilà à quel point vous êtes important. » Mais oui, mais c'est exactement ça. En fait, c'est tout l'objet de tous ces livres d'ésotérisme, y compris Conversation avec Dieu, que vous avez cité en 3 tomes, que j'ai lu entièrement et que j'avais adoré. C'est l'idée qu'on est donc une incarnation divine et que donc forcément, nous sommes là pour faire cette expérience. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que Dieu lui-même, en gros, hein, si je schématise, Dieu lui-même qui est égal à l'univers avec un grand U, était une entité, voilà, s'est penché vers lui-même et s'est dit « mais je suis tout, j'aimerais vivre dans des limitations, parce que je suis tout et je peux tout, j'aimerais vivre dans la limitation des circonstances que je vais créer et qui seront limitantes. Donc par exemple, la vie humaine. Mais ça peut être autre chose, hein. On peut vivre en tant que caillou, ou on peut vivre en tant que plante, avec ces limitations-là et avec aussi ces pouvoirs-là. Donc ça reflète typiquement, là, ce qu'il dit, c'est vraiment ça, c'est la doctrine fondamentale du New Age, ça. Donc on est bien parti. On est bien dedans. Ensuite, j'ai lu la préface de l'éditeur français. Et donc, comme voilà, je l'ai dit, je suis éditrice. Et donc là, je me suis pris une sacrée leçon de qu'est-ce que ça devrait être le métier d'éditrice. Donc la préface dit « Une fois en 10 ans, ou même au cours d'une génération, s'offre à vous un ouvrage comme Le pouvoir de l'instant présent. En fait, c'est bien plus qu'un livre, car une énergie vit en lui, que vous pouvez probablement ressentir alors que vous le tenez entre vos mains. Ce volume a le pouvoir de faire vivre à ses lecteurs une expérience qui changera leur vie. » Donc, j'ai appelé mes collègues, quand j'ai lu ça, j'ai dit on change toutes les quatrièmes de couverture de nos livres, quoi. Ce serait merveilleux de prétendre ça. Oui, bah, j'imagine que l'éditeur était croyant dans ce qu'il publie, je sais pas. Donc oui, sans doute qu'il a l'impression que ça va changer le monde. Parce que, évidemment... Et il reprend aussi ce que Eckhart Tolle dit dans le reste du livre. Enfin, oui. Ouais, bien sûr. Ce pouvoir-là. Mm-hmm. Oui, mais il y a aussi un aspect très bienveillant, en fait. C'est ça aussi qui est difficile. De même que c'est difficile de critiquer la pensée positive. Qui a envie de dire que la pensée négative, c'est mieux? Personne, en fait. Donc la bienveillance, l'amour universel, ça fait partie aussi des piliers du New Age. Et comment critiquer ça? Qui va critiquer la bienveillance? Et donc, il y a aussi ça, en fait, chez Eckhart Tolle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en interview, c'est un petit bonhomme, c'est un monsieur très humble, qui a l'air très humble, parce qu'apparemment, c'est pas si clair que ça, d'après son entourage. Mais alors, il a l'air vraiment très introverti. Il est là juste pour donner les révélations qu'il a reçues, alors que lui-même était au fond du trou, hein, dans sa vie. Il était dépressif, il vivait seul à la campagne. Et il a eu une révélation et donc il vient la partager en séminaire à Bercy et au Zénith pour que nous ayons accès à ces connaissances. Donc il y a aussi cette bienveillance-là du partage de la connaissance, du partage pour que l'humanité s'améliore et l'humanité finalement, plus que s'améliorer, se révèle puisqu'elle est déjà là, l'essence de la paix, de l'amour universel. Alors moi je tiens à dire que je tiens de sources sûres et directes que Eckhart Tolle sort les poubelles et promène son chien. C'est vrai? C'est un homme. Il est vraiment. C'est un homme déconstruit, je pense. Non, c'est ça, une adepte qui. C'est vrai. Une discussion. Ouais. Donc, ensuite, je suis toujours dans la préface. Donc, Le pouvoir du moment présent a d'abord été publié au Canada et l'éditrice canadienne m'a rapporté avoir entendu à de multiples reprises des histoires de belles transformations et même de miracles survenus chez les gens qui en avaient entrepris la lecture. Les lecteurs me téléphonent, m'a-t-elle raconté, et un grand nombre d'entre eux me dépeignent les merveilleuses guérisons et la grande joie qu'ils connaissent dans leur vie depuis qu'ils se sont plongés dans ce bouquin. Fin de citation. Ce livre m'amène à prendre conscience du fait que chaque instant de ma vie est un miracle, et ceci est tout à fait vrai, que je le réalise ou non. Et il me montre, page après page, comment je peux y arriver. Dès les premières pages de cet ouvrage, il est clair que son auteur, Eckhart Tolle, est un maître contemporain. Cet homme n'a pas d'affinité avec une religion particulière, un maître ou un gourou quelconque, et ne défend aucune doctrine.
Ces enseignements englobent le cœur et l'essence de toutes les traditions. Ils ne contredisent ni le christianisme, ni le bouddhisme, ni l'islam, ni les traditions aborigènes ou autres. Comme tous les grands maîtres, il sait nous dévoiler en termes simples et clairs que le chemin, la vérité et la lumière sont en nous. Et j'ajouterais qu'il sait aussi indiquer le local poubelle à qui on a besoin. Ouais. Là, effectivement, on a tous les ingrédients du New Age, encore une fois, parce que le New Age ne se présente pas comme une religion, évidemment, puisque initialement, l'idée était de lutter contre une religion, donc se présente comme un mouvement adogmatique, qui intègre un maximum de croyances. Moi, je dis souvent que c'est un buffet à volonté, le New Age. C'est-à-dire qu'on y prend ce qu'on veut. Si on préfère plutôt les anges, ou si on préfère plutôt les djinns, ou si on préfère des pratiques comme le channeling, qui est plutôt issu de traditions comme la Ouija, eh bien, je prends ce que je veux, ou je peux tout prendre aussi, carrément, je peux tout prendre, il n'y a pas de souci. Donc ça, on le retrouve complètement, et ça, c'est présenté comme étant une caution de sérieux, ou une caution de tolérance, ou de non-dogmatisme. Or, c'est faux. C'est pas parce que on mange à tous les râteliers que on n'est pas dogmatique. Donc, c'est un dédouanement. C'est un dédouanement, mais c'est aussi une manière de dire qu'on est extrêmement tolérant aussi. C'est-à-dire que tout le monde est bienvenu. Il y a beaucoup de bienveillance, encore une fois, dans tout ça. Beaucoup d'ouverture et tout simplement une idée de partage. On est là pour partager et pour se faire du bien. Et voilà, c'est ça. Comme ce soir. Tout à fait. Donc, les livres New Age s'offrent très très bien. S'offrent très très bien. Et les gens qui en lisent aiment beaucoup aussi en parler. Moi, j'étais assez marquée, alors j'étais dans un cours d'allemand, donc rien à voir. Et puis pour faire la conversation, on nous demande, qu'est-ce que vous lisez comme livre? Et puis on était une dizaine. Et toutes mes camarades disaient, moi je lis rien. Puis après, oui, alors si je lis, c'est du développement personnel. Et donc oui, c'est très très répandu. Ça me fait penser à une chose qui m'est venue quand je vous ai écouté lire la préface de l'éditeur, c'est aussi tout le côté individualiste en fait, aussi de ces techniques, de ces approches. C'est-à-dire qu'à aucun moment, changer le monde ne passe par quelque chose de collectif. C'est-à-dire que c'est vraiment individuel chez soi, en lisant le livre, en faisant les exercices. Donc ça, c'est assez frappant aussi. C'est quelque chose... Alors, l'un n'empêche pas l'autre. On peut lire des livres de développement personnel et être militante ou militant. D'ailleurs, il y a des milieux militants qui sont très marqués par le New Age. Je pense notamment au milieu féministe ou au milieu queer. Donc l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai que la démarche de départ est quand même vraiment portée sur soi-même, puisque c'est en se révolutionnant soi-même qu'on révolutionnera le monde. Donc ça c'est assez marquant. Après alors comment s'y retrouver? Je crois que déjà là où il faut faire attention, c'est que la plupart de tous ces livres sont d'inspiration individuelle, c'est-à-dire que c'est l'auteur qui s'exprime. Derrière ces discours qui, pourquoi pas, sont des idées personnelles, pourquoi pas lire des livres sur des idées personnelles, il n'y a aucun fondement scientifique avéré. Donc par exemple, ça a son importance quand on veut suivre une technique pour améliorer son quotidien, pour améliorer par exemple son estime de soi. Ce qui va être dit dans ces livres de développement personnel n'est absolument pas validé par les sciences. Et pourtant, l'estime de soi est un domaine très étudié par la psychologie. Donc, si vous voulez augmenter votre estime de vous-même, sans doute que lire des choses qui sont issues des recherches scientifiques, et il en existe des livres de psychologie vulgarisés sur l'estime de soi, eh bien, je pense que ce sera beaucoup plus efficace, et ce sera sans doute aussi avec des exercices d'ailleurs, mais ce sera pas une personne qui était au fond du trou et a réussi, grâce à cette technique miracle, à tout à coup avoir de l'estime pour elle-même. C'est pas du tout la même démarche, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes fondements. Donc ça, c'est la première chose. Quand on vous promet monts et merveilles, et que derrière, finalement, c'est juste l'expérience personnelle d'une personne qui dit « Moi, j'ai vécu ça, regardez, lisez mon expérience, et peut-être que ça vous aidera », il faut le prendre pour ce que c'est. Voilà, on peut apprécier de lire ça, mais c'est pas ni universel, ni prouvé. Et quand on a un vrai problème psychologique, évidemment, l'idée c'est plutôt d'aller voir des professionnels de santé parce que ça peut vraiment aider.
Ensuite, donc les grands miracles, comme par exemple le vinaigre de cidre permet de guérir du cancer. Bon, ben, on peut être effectivement circonspect face à ça, et je pense que c'est important de l'être, de faire le tri par rapport à ça. Ce qui est assez symptomatique dans le développement personnel, la spiritualité, c'est qu'on se réclame de la science, donc la physique quantique, number one en ce moment. Ensuite, on a les neurosciences. Donc, beaucoup d'exemples ou de preuves, entre guillemets, que oui, les neurosciences ont prouvé la loi de l'attraction ou autre chose. Et aussi l'épigénétique, qui est très présente notamment en psychogénéalogie et constellation familiale. Alors, quand on feuillette les livres en librairie, on peut s'apercevoir assez rapidement que ils parlent de tout ça, mais ils ne nous donnent aucune source. C'est un peu bizarre, non ? On parle de neurosciences, mais on ne cite pas d'études scientifiques. Donc, neurosciences, c'est quoi en fait exactement pour eux dans leur tête, si c'est pas issu des études scientifiques. Pareil pour la physique quantique. La physique quantique, évidemment, ne prouve absolument rien qui peut être lié à notre vie quotidienne ou à notre état mental. Donc ça, d'office, tout ce qu'on peut vous dire autour de la médecine quantique ou de la physique quantique, ça n'a pas de lien, aucun lien avec la loi de l'attraction, avec ce qu'on vit dans notre vie psychologique. La physique quantique, c'est l'infiniment petit des atomes, mais ça n'a absolument rien à voir avec la spiritualité. Les physiciens quantiques ils vous diront jamais, ils vous diront même plutôt que la loi d'attraction n'a jamais été prouvée par la physique quantique. Ça n'a rien à voir, c'est absolument pas les mêmes champs. Donc ça, c'est important quand on vous parle de physique quantique, de neurosciences et d'épigénétique dans des livres de développement personnel, c'est pas scientifique. C'est dommage. Oui, non, mais en plus c'est vrai ça a l'air. C'est super attirant parce que on est tous un peu neurophiles, on est tous attirés par toutes ces sciences nouvelles, par justement le côté magique pour les gens qui n'y connaissent rien, comme sans doute beaucoup d'entre vous, à ces sciences-là. Donc on a envie de se dire que ouais, ça peut nous aider dans notre vie quotidienne, ou nous expliquer le sens de la vie, ou nous expliquer pourquoi, je sais pas, on n'est pas dans le succès professionnel, mais ça n'a tellement rien à voir qu'en fait c'est un miroir aux alouettes. Moi, je sais qu'une des croyances, un des biais que j'avais, c'était la science n'a pas tout expliqué. Oui. Donc, si elle n'a pas tout expliqué, comment peut-on rejeter ça? Oui. On serait gonflé de le faire. Et du coup, cette espèce de, ça bloque en fait. Alors, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une chose n'a pas été prouvée qu'elle n'existe pas. Je veux dire, on sait que plus on avance dans les sciences et plus on élargit le cercle de ce que l'on ne connaît pas. Plus on connaît de choses et plus on se rend compte de ce que l'on ignore. Donc oui, bien sûr qu'il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas. Mais il y a aussi des choses qu'on sait sur les pseudosciences et dont on sait qu'elles sont des pseudosciences. C'est-à-dire qu'on sait que la physique quantique n'explique pas la conscience. Ça, on le sait. La physique quantique, elle explore autre chose. Elle explore la lumière, elle explore les atomes, elle explore tout un tas de choses, mais elle n'explore pas la conscience. Et la conscience ne peut pas être expliquée par la physique quantique. Et ça, on le sait. Donc ça, c'est pas une absence de preuve. C'est au contraire une connaissance qu'on a. Mais si par contre vous me dites, est-ce que tu peux prouver que les licornes n'existent pas? Ben non, je peux pas vous le prouver. Je ne peux pas vous prouver que les licornes n'existent pas. Par contre, si vous me dites que vous avez vu une licorne dans votre jardin, moi, je veux bien que vous m'en donniez la preuve. Et c'est là, justement, ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire que quand une personne arrive avec une idée mirobolante, extraordinaire, c'est à elle de nous expliquer pourquoi cette affirmation qui a l'air quand même extraordinaire est vraie. C'est pas à moi de lui prouver que ce qu'elle dit est faux. Donc ça, c'est très important, effectivement. Mais on a le réflexe de se dire, si ça se trouve, c'est vrai. En fait, peut-être qu'elle a vu une licorne dans son jardin. Qui sait? Tout est possible. Tout est possible. Le temps file. Le dernier point, c'est parler des livres Méta de choc, parce que certains épisodes de Méta de choc sont devenus des livres. Et du coup, j'étais curieuse de savoir déjà
pourquoi passer vers ce format, et puis qu'est-ce que vous constatez qu'est-ce que ça change dans la réception, qu'est-ce que vous avez observé depuis la sortie des titres? Alors, j'en ai apporté 2. C'est une collection de livres qui a pour l'instant 4 ouvrages qui sont issus des émissions les plus écoutées. Donc, il y en a une qui était sur l'anthroposophie, dont vous avez sans doute entendu parler, liée aux écoles Steiner-Waldorf, à l'agriculture biodynamique. On a raté une blague, je crois. J'ai dit, on les connaît bien. Ah, d'accord. Alors, voilà, la médecine anthroposophique, la biodynamie, etc. Triodos. Donc, un livre avec un ancien élève et professeur école Steiner-Waldorf, qui a fait partie aussi des cercles élevés de l'anthroposophie en France et qui a notamment fréquenté le Goetheanum. Et puis, puisque les thèmes sont très variés, on a aussi le dernier livre de la collection sur le cerveau et stéréotypes de sexe avec une chercheuse en sociologie des sciences, pas biodynamique, biomédicale. Pas tout à fait pareil. Voilà, donc on passe en revue les recherches qui ont été faites en biologie autour des différences de sexe, et justement on passe en revue les stéréotypes et ce qu'on croit savoir sur les différences entre les hommes et les femmes, et qui souvent sont assez fausses. Et celui que j'ai ici, c'est tous hétéros au boulot, point d'interrogation, et là c'est plutôt une approche sociologique. Voilà, c'est avec une sociologue. Donc tous ces livres sont des livres d'entretien, de dialogue en fait, puisqu'ils reprennent en partie les émissions existantes. Et là, c'est une sociologue spécialisée dans les personnes LGBTQ, et notamment sur leur expérience au travail et comment elles déjouent les stéréotypes et les discriminations, et comment elle se voit elle-même aussi, parce que finalement la métacognition, c'est la réflexion aussi sur soi-même. Donc c'est à la fois un livre qui dévoile ce que les personnes LGBTQ ont dans la tête, mais aussi qui permet aussi aux personnes de savoir comment faire en sorte qu'il y ait moins de discrimination au travail pour ces personnes-là, avec une sociologue qui travaille à Montréal, voilà, à l'université de Laval. Et il y a un 4e livre qui est sur l'astrologie. Voilà, le titre c'est l'astrologie, ça marche, point d'exclamation. Trop. En fait, ça marche trop. Et pourquoi ça marche trop? Parce que c'est irréfutable, justement. C'est-à-dire qu'il y a toujours une bonne manière de retomber sur ses pattes et de dire, mais non, mais en fait, c'est parce que tu avais la maison en lune à ce moment-là. Donc, même si tu as ton ascendant... je connais rien. Même si tu as ton ascendant en Mars, comme tu es né en Vénus et que tu as ta maison en Lune, forcément, c'est normal que tu aies mal aux dents. Voilà. Donc voilà les 4 livres de la collection. Et alors pourquoi j'ai fait cette collection? Mais parce que d'abord on m'a demandé des livres. On m'a demandé parce que tout le monde n'écoute pas de podcast, tout le monde n'apprécie pas l'audio. Et puis parce que c'est des sujets aussi qui sont des sujets au long cours, où on aborde énormément de questions, et que ça permettait à la fois de se poser, d'avoir un support de livre, mais aussi d'ajouter dans les livres des contenus supplémentaires, inédits, d'approfondissement au travers d'encadrés, voire de chapitres supplémentaires pour aller plus loin. Et notamment suite à la diffusion des podcasts, en fait, on avait des questions qui revenaient quelquefois de manière récurrente, et on s'est dit, bah oui, on va les intégrer, ces réponses. Donc dans les livres, on a en fait plus de contenu, plus d'anecdotes aussi sur la fabrication du savoir. Et quand on se penche sur la manière dont les sciences sont réalisées, le making-of de la science, quelquefois c'est assez croustillant aussi. Et c'est beaucoup moins rébarbatif que ce qu'on croit. Voilà. Du drame, des potins. Il y a du drame, il y a des potins. Ouais, ouais. Il y a des trucs du genre, ouais, il a publié une étude, mais en fait, il y avait un calcul qui était faux. J'ai appelé la revue et ils ont fait un disclaimer. Non, mais il y a des choses très intéressantes à ce sujet. Je pense qu'il faut ajouter du storytelling dans la science, parce que c'est ça qui manque. C'est ça qui est tellement attirant avec les livres, justement, ces témoignages qui deviennent des guides. Enfin, on est face à une histoire, et les histoires, c'est très séduisant, c'est très marquant. Et c'est vrai que la science... ça peut paraître opaque. Ça peut paraître opaque, ou alors on se focus sur une grande figure, mais qui sont aussi souvent controversées. Enfin, on parle des grands scientifiques qui sont devenus quasi des figures de pop culture. Ouais. Einstein, etc. Mais c'est vrai que moi, c'était aussi une des découvertes à travers vos podcasts, c'est-à-dire de comprendre comment le consensus scientifique se construit
qu'est-ce que ça veut dire, consensus scientifique? Comme moi, j'ai fait de pauvres études en lettres. Ici, d'ailleurs, à Fribourg. Que je n'ai pas terminé. Nous saurons tout ce soir. Donc, c'est vrai que j'étais pas forcément... Oui, non, j'étais pas formée à comprendre comment ça fonctionne, en fait. Et donc, bien sûr que les histoires qui sont proposées par l'astrologie, la loi de l'attraction, enfin, c'est des histoires qui ont l'air cohérentes et qui sont séduisantes. Et très séduisantes, effectivement, parce qu'il y a un storytelling, c'est vraiment le terme vraiment qu'on retrouve dans tous ces livres. Hein. Il y a vraiment un tronc commun qui est la manière de raconter. Très souvent, on a cette histoire de l'auteur qui raconte où il en était le jour où il a compris que, et où ça l'a sauvé. Après, il y a des gens qui ont des plumes, hein. Cartolé, bon, le pauvre, on va pas l'accabler. Mais je veux dire, il y en a qui savent écrire un peu mieux que d'autres. Donc voilà, mais ça joue beaucoup, hein, c'est sûr. Donc, je pense que effectivement, une des grandes qualités, un des grands attraits de la littérature New Age, c'est son côté féerique. Hein. On est en train de proposer des réponses simples à des questions complexes. On nous raconte de belles histoires, Je veux dire, il y a des livres entiers sur les fées, il y a des livres entiers sur les anges gardiens, c'est toujours des choses, des bonnes nouvelles, hein, qui nous sont annoncées en plus. C'est tout le temps des bonnes nouvelles. Il n'y a jamais d'incertitude aussi, parce que l'incertitude, c'est un drame pour l'humanité. On a vraiment tous du mal. Enfin, je pense que, je sais pas si quelqu'un est à l'aise avec l'incertitude dans sa vie, de pas savoir ce qu'il va manger demain ou de pas savoir s'il va réussir à obtenir tel contrat, etc. C'est pas facile. On aime bien vraiment lire des histoires où on nous dit, bah voilà, j'ai la solution pour vous. Tu suis les 5 étapes là, tu y arrives direct. T'inquiète, ça va bien se passer. Par contre, si t'as pas réussi, c'est que bon, refais les 5 étapes, parce que c'est forcément de ta faute. Est-ce qu'il y a des choses, des aspects qu'on n'a pas abordés, que vous aimeriez ajouter avant qu'on passe aux questions? Moi, je pense qu'il y a les livres de développement personnel en librairie occupent de plus en plus de place. C'est des rayons qui poussent les rayons philosophie, qui poussent les rayons psychologie, qui poussent même les rayons religion, théologie, qui sont aussi voilà des thèmes d'études. Et pourquoi ? Parce que finalement, il y a vraiment du public, il y a vraiment une demande qui est liée à un inconfort social, à une incertitude. Je pense pas qu'on puisse blâmer les lecteurs et lectrices, c'est pas du tout ça l'idée. Par contre, je pense que les éditeurs ont une vraie responsabilité. En librairie aussi, même si la marge de manœuvre est un peu différente, parce que quelquefois on a des stocks entiers qui nous sont livrés et voilà, il faut bien qu'on les vende. Dans certains cas, c'est assez compliqué de refuser certains livres qui sont aussi des best-sellers, comme on l'a vu avec l'exemple de la collection J'ai lu, hein, qui sont des best-sellers. Et c'est un marché qui est en croissance. Et c'est assez préoccupant parce qu'en fait, parmi tous ces livres, il y a aussi beaucoup de désinformation. Donc, je parlais des pseudosciences, mais voilà, il y a une sorte de tunnel dans lequel on entre et qui nous met des œillères sur une autre manière de voir les choses. Quelquefois, c'est un peu ça le risque aussi. Je lisais dernièrement un article de presse qui évoquait une étude qui a été faite en 2018 de la part d'un institut d'études marketing, hein, donc c'est pas une étude scientifique, et qui disait que ces dernières décennies, le plus beau résultat marketing du moment, c'était l'utilisation par les marques, donc notamment les livres, mais pas que, des croyances New Age. Et que c'était ça qui permettait de faire acheter aux millennials ces dernières années. C'était vraiment tout ce qui tourne autour des croyances New Age. Donc, on trouve ça dans les livres, mais on trouve ça aussi, bien sûr, en parfumerie, avec le kit de la sorcière dès 14 ans, les pierres. On achète un livre, on va avoir un blister avec dedans un petit accessoire de croyances New Age, un tarot. Le nombre d'éditeurs qui éditent aussi des manuels et des jeux de tarot, c'est un truc de dingue. Je veux dire, c'est des collections entières de tarot et d'oracles. C'est voilà, les livres sur les sorcières, les revues, évidemment, etc. Donc c'est un marché, en fait, et c'est ça aussi qui est important de dire, c'est que les éditeurs surfent dessus parce que ce sont leurs meilleures ventes, et que nous, quand on est face à ça dans les rayons, finalement, on baigne dedans en permanence. Donc à un moment donné, c'est difficile de se dire, tous ces livres, aucun de ces livres ne vaut quelque chose. Parce qu'ils sont tellement nombreux, on se dit que forcément, il y a quelque chose à tirer
de tous ces livres proposés. Et c'est difficile de s'y retrouver. C'est vrai qu'avec toutes mes blagues, effectivement, j'ai oublié de dire les devoirs que j'avais faits, c'est-à-dire d'aller chercher des chiffres. Alors, quels sont ces chiffres? Alors, il y a le rapport du Centre national du livre 2023 et qui donc indique que, alors déjà, bonne nouvelle, 89% des Français ont lu au moins un livre en 2023. Et puis, aux places 9 et 10 du palmarès, en hausse de 4%, on a les livres de développement personnel, la psychologie, et puis avec les essais politiques, philosophiques et religieux, donc des catégories où on ne sait pas trop ce que ça... on a l'air de voir ce que ça contient, mais on n'est pas sûr. Et puis, à la première place du classement, on retrouve les livres pratiques, art de vivre et loisirs, qui peut-être bien contiennent aussi le bien-être. C'est aussi pour ça que je parlais au tout début de ce flou sur les notions. Et puis après, j'ai trouvé le rapport du syndicat national des éditeurs en France avec les chiffres de 2021 où ce qui est en tête, c'est les livres pratiques et la véritable locomotive du secteur en 2021 et le segment des livres de santé, bien-être, développement personnel avec une croissance de 19,8% de ventes en valeur. Et il précise, le segment de l'ésotérisme affiche une remarquable hausse de 43,3%. Cette croissance est en réalité en germe depuis plusieurs années. Le sujet, autrefois réservé à quelques initiés, je cite, ne fait plus peur, il touche un lectorat de plus en plus large et jeune, souvent féminin, en quête de sens et qui éprouve le besoin de se reconnecter à une certaine forme de spiritualité, surtout après la crise sanitaire et les confinements. Ouais. On lâche le micro. Une question, oui. C'est une question remarque pour vous deux, de l'édition, personne du podcast. On a beaucoup de théories du complot qui sont plutôt dans le monde digital du podcast, qu'on a de la peine à se traduire dans le monde du livre, pour l'instant. C'est un constat personnel où il y a vraiment deux mondes qui n'arrivent pas à coopérer pour des raisons d'éditeur ou de distribution. Alors, des livres qui développent du complotisme, des théories du complot, il y en a. Le lectorat est différent. C'est souvent un lectorat plus masculin. Et c'est vrai qu'on trouve énormément de sources, on va dire, pour alimenter le complotisme, plutôt sur Internet que dans les livres. Ça, c'est vrai. Mais effectivement, j'ai l'impression que la lecture de livres est plutôt, dans le développement personnel, plutôt faite par les femmes, majoritairement, comme le dit d'ailleurs cette étude. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une porosité entre le complotisme et la spiritualité New Age. Parce que dans la spiritualité New Age, il y a tout un pan autour du fait que certaines personnes sont venues sur Terre pour sauver l'humanité de son enfermement. C'est-à-dire qu'il y aurait des grands méchants qui nous empêcheraient d'exprimer notre essence divine. J'ai nommé les Illuminati et les reptiliens. Et les personnes qui sont venues s'incarner sur Terre pour sauver l'humanité, elles sont des enfants indigos, des starseeds, des enfants cristal, arc-en-ciel, etc., qui sont venus d'autres galaxies, d'autres planètes, s'incarner sur Terre. Donc, on a cette lutte qui est vraiment est tout à fait en accord avec du complotisme ou de la théorie du complot, avec bien sûr des gouvernements de l'ombre, les Illuminati étant des personnes mi-lézards, mi-humaines, comme par exemple la dynastie de la reine d'Angleterre ou du roi d'Angleterre actuellement, ou les mérovingiens, il faut le savoir. Je pense que Sarkozy avait des yeux de lézard, ça, on a quelques preuves sur Internet. Donc, on a une jonction entre les croyances New Age pour les gens qui y adhèrent, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un buffet à volonté, donc je peux tout à fait être dans le yoga, la méditation et la pensée positive, et ne pas être dans le créneau enfant indigo reptilien. Mais si je suis dans ce créneau-là, oui, je vais avoir des accointances avec QAnon, avec Trump, etc. Et donc, dans les livres, on retrouve aussi, au détour, même si c'est pas un livre exactement de complotisme, on va retrouver ce type d'idées qui vont être développées. Par exemple, je citais tout à l'heure les 9 marches sur la naissance. Annie Gévaudan, qui est l'une des deux co-autrices, est à fond dans les théories du complot autour du fait qu'il y aurait des extraterrestres sous la croûte de l'Antarctique, je crois.
et qui ferait des expérimentations d'hommes mi-hommes, mi-cochons. Et que, bon, il y a des trucs comme ça un peu chelous qui se passent sans qu'on le sache. Mais parce qu'il y a vraiment des méchants qui veulent nous maintenir dans la matrice, hein, comme dans le film Matrix. Donc, voilà. Ouais. Oui. Il faudra une femme après. Hein. Ah oui. Ouais. Bonsoir, merci pour vos podcasts. Une question, justement, ce podcast peut-être gratouille un peu dans certains milieux. Est-ce que vous recevez, vous, des pressions personnellement? Absolument pas. C'est vrai. Non, souvent j'ai la question, est-ce qu'on vous embête, est-ce que vous êtes menacé, etc. Pas du tout. En fait, évidemment qu'il y a des gens qui sont pas contents. Je veux dire, parce que mon but n'est pas évidemment de critiquer les croyants et les croyantes, mais de nommer les croyances telles qu'elles sont, ce qu'elles sont, d'où elles viennent, etc. Avec un peu d'humour, donc ça peut effectivement gratter, piquer, ça peut faire mal. Mais j'ai aussi des personnes qui sont croyantes et qui écoutent Méta de Choc parce que ça alimente leur réflexion sur leurs propres croyances, qu'elles en sortent ou qu'elles n'en sortent pas. Il y a des personnes qui sont contentes de savoir ce que sont leurs croyances, quitte à arriver à la conclusion que, ok, elles vont écarter certains aspects de cette croyance et elles vont en garder d'autres parce que ça leur fait du bien. Moi, je suis ravie de ça parce que mon but n'est absolument pas de détourner les gens de leurs croyances, mais que chacun puisse prendre ses décisions propres de manière éclairée, en connaissance de cause. C'est ça, moi, mon idée. Mais je ne subis aucune pression. Je ne subis aucune pression. Après, évidemment, il y a toujours des gens qui sont pas contents, mais bon, ça, je gère. Voilà. Je réponds aux messages. Si les gens sont pas contents, je leur réponds quand même. Mais ça, c'est parce que vous travaillez main dans la main avec l'état profond. Alors, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs, mais je suis tenue au secret. No comment, oui, d'accord. Mais ma mission était quand même de confronter. Et je pense on arrête là. Ouais, très bien. Ok. Ouais. Merci à tous. Merci d'être venus. Pour que cette émission soit proposée à d'autres, pensez à mettre un max d'étoiles et un commentaire sur votre application préférée. Et si vous voulez faire un don ponctuel ou mensuel pour que Méta de Choc poursuive son œuvre d'éducation à la pensée critique appliquée à soi, suivez le lien en description vers les plateformes participatives. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.